performance tel qu'il se fait à l'Institut national du sport, de l'éducation, pardon, de l'expertise et de la performance. Le nom a changé assez récemment. Je vais partager mon discours entre le fonctionnement général pour essayer d'expliquer comment l'ASP, donc l'accompagnement scientifique pour la performance, se fait au sein de l'INSEP. Et puis, je vais essayer de donner des exemples pratiques pour illustrer cela. Alors, pour ceux qui ne savent pas où c'est, l'INSEP se trouve dans la région parisienne, à Paris, dans le bois de Vincennes. Et comme le montre cette photo, c'est bien qu'on soit assez proche de Paris, on est à peu près à 20 minutes du centre, il est clair que l'environnement n'est pas celui de type parisien. Et je vous invite à venir passer quelques moments à l'INSEP. C'est vraiment un cadre très agréable pour y travailler. Alors je vais vous passer une petite présentation qui présente l'INSEP avant de faire mon intervention. Ah, excuse-moi. Elle ne passe plus. Ah oui, il fallait que je passe dessus. Attends. Excusez-moi. C'est celle-ci, je pense. Toujours pas. Vas-y. Bon, on peut la passer. Hein. C'est pas... Donc c'était une petite présentation. Voilà. Réalisé par le service vidéo de l'INSEP.
de la vie, c'est-à-dire se trouver une voie et avoir la possibilité d'aller jusqu'au bout de cette vocation. Bien. Alors j'ai souhaité vous faire part de cette petite vidéo, d'abord parce que ça a été un gros travail du département, et aussi il y a une certaine analogie avec le travail qu'on réalise au cours des 4 ans, au cours de chaque période qui sépare deux Jeux olympiques. Il y a une période qui suit immédiatement les Jeux olympiques, où c'est une période de préparation, où on élabore les projets, et puis au fur et à mesure que l'on s'approche des Jeux olympiques, eh bien, l'activité s'intensifie. Les 2 dernières années, il y a de plus en plus de demandes, et la dernière année, il faut réellement gérer et focaliser, prioriser les demandes. Alors concrètement, ça c'est la couverture du projet d'établissement. Le message est clair. Ce projet d'établissement s'appelle O3 comme objectif hors olympique et paralympique. Le message est clair, il a un peu évolué depuis cette décennie. On travaille dans un cadre d'obtention de médailles et d'amélioration de la performance dans ce cadre-ci. C'est décrit et ça va bien définir le cadre dans lequel on travaille dans le cadre de l'accompagnement scientifique pour la performance. Alors, ce projet d'établissement a été réalisé suite à la lettre de mission du ministre des Sports qui était en 6 points. Et le premier point était accompagner et soutenir toutes les fédérations sportives olympiques et paralympiques. Donc encore une fois, on a une mission qui est très claire. Il faut essayer de, entre guillemets, gagner des médailles. Le deuxième point était construire le grand INSEP. J'y reviendrai parce que je vais faire un petit détour sur le fonctionnement général. Le troisième point, Émilie Le Pennec en parlait, c'était poursuivre l'amélioration du double projet. C'est de permettre aux athlètes qui s'entraînent à l'INSEP d'obtenir des conditions idéales pour leur parcours scolaire, universitaire ou professionnel. Et puis d'autres aspects comme renforcer la formation des cadres, positionner l'INSEP dans une dimension internationale, c'est participer aux grandes structures, et par exemple mon intervention aujourd'hui en fait partie, et poursuivre la modernisation de l'établissement public. Alors, en ce qui concerne le fonctionnement général, l'INSEP est sous la tutelle du ministère des Sports, comme je l'ai dit, et les politiques sportives se font avec d'autres partenaires qui sont les fédérations nationales, le Comité national olympique sportif français et le Comité paralympique sportif français. Les politiques finales sont issues de collaboration entre ces différentes structures. À propos de l'INSEP, il a été décrit dans la lettre de mission du ministère qu'il était souhaitable qu'il y ait un grand INSEP, et depuis 2 ans, les réseaux entre les différentes écoles nationales, les différents CREPS qui sont les centres régionaux, comme le montre la figure de la France ici, avec ces différents CREPS et écoles nationales, eh bien ces réseaux sont renforcés avec l'INSEP qui pilote le tout. Voilà pour le cadre. Alors en bref, l'INSEP, c'est 27 fédérations qui sont localisées sur site. Ça fait plus de 630 athlètes qui s'entraînent, 150 entraîneurs ou techniciens fédéraux, 300 employés, etc. À titre particulier, un tiers des sélectionnés français aux derniers Jeux olympiques d'été sont passés ou sont encore à l'INSEP, et plus de 50% des médailles olympiques de la France
des 2 derniers Jeux olympiques d'été font partie d'INSEPien. Alors pour comprendre un peu le cadre dans lequel on travaille au jour le jour, excusez-moi, je vais le faire une fois. Je vais essayer de décrire l'organigramme et les différents liens entre les départements. Alors sans lire tout l'organigramme, l'INSEP est composé principalement d'une direction administrative support de la direction de la performance sportive. Si on s'intéresse à celle-ci, eh bien, elle est elle-même composée de 2 unités, le pôle de sportifs de haut niveau et un pôle de l'optimisation de la performance. Donc, je ne le décris pas en détail, cet organigramme est décrit sur le site de l'INSEP. Ce que je voulais souligner, c'est que cette direction de la performance sportive est en étroite collaboration avec la mission olympique et paralympique qui est en soutien des fédérations olympiques et paralympiques. Et à ce titre, ça implique notre activité au jour le jour, puisque cette mission d'optimisation de la performance a mis en place un accompagnement prioritaire sur une liste de médaillables qui a été décidée en commun accord avec les fédérations, l'INSEP et les personnes qui décident des politiques sportives françaises. Donc cette liste de médaillables fait que les sportifs potentiels médaillables pour Rio 2016 fait que ces sportifs sont prioritaires et on attache une importance particulière pour les services qu'on peut leur rendre. Alors cette mission d'optimisation a mis en place un processus qui permet d'optimiser les demandes des fédérations et de pouvoir les prioriser sous 4 unités, l'unité de la préparation physique, innovation technologique, unité nutrition, unité psychologique, en sachant qu'il y a bien d'autres aspects qui sont gérés en dehors de ce processus prioritaire pour les médaillables. En tout cas, l'ensemble de ces unités sont pilotées par des personnes du pôle dont je parlais d'optimisation de la performance. Donc un lien étroit avec cette mission d'optimisation. Pardon. Alors en ce qui concerne le département de la recherche, voilà, il y a un responsable de département, un adjoint, 14 chercheurs. Vous voyez un peu les différents champs scientifiques et le nombre de chercheurs. Il y a 2 ingénieurs de recherche, une technicienne également qui passe son temps dans le labo à faire des tests. Et finalement, c'est une assez petite équipe qui est renforcée, par les collaborations que nous avons avec le système universitaire, y compris à l'étranger. Je vois quelques collaborateurs dans la salle. Et également avec l'apport du soutien des étudiants qui sont en thèse et qui apportent réellement une énorme plus-value dans l'avancée des actions d'accompagnement scientifique pour la performance. Le contexte, il est celui-ci. On est au département de la recherche à la fois évalué par la lettre de mission et la politique de recherche du projet d'établissement de l'INSEP et par l'HCERES, qui est l'ancienne AERS, l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui a labellisé notre laboratoire en 2013. Donc, d'un côté, une attention particulière sur les aspects de terrain, les rendus rapides de tests, etc. De l'autre côté, plus des aspects de formation et de publication. Alors, je vais essayer de montrer que ça n'est absolument pas incompatible et qu'au contraire, avec l'expérience que j'ai avec les collègues de notre point de vue, eh bien, le fait d'être impliqué dans un processus de recherche amène beaucoup d'avantages à réaliser de l'accompagnement scientifique auprès des sportifs et des athlètes. Alors la mission est
Et le laboratoire se décline en 3 missions à visée de performance sportive pour le haut niveau. Alors il y a la mission 1 qui est l'identification et l'optimisation des paramètres physiologiques, psychologiques et sociologiques reliés au stress d'entraînement de la compétition et de la carrière sportive. J'imagine que les personnes qui ont essayé de faire des axes avec des laboratoires pluridisciplinaires ont eu du mal à trouver des titres un peu plus simples. Pour la mission 2, ça concerne les déterminants physiologiques et psychologiques et les conséquences de la récupération sportive. Et la mission 3, caractéristiques et amélioration des facteurs neuromusculaires, neurophysiologiques et mécaniques du geste sportif. Et c'est à l'intérieur de ces missions que l'on va décliner nos actions d'accompagnement. Alors vous les retrouverez sous ces termes-là, en sachant que l'ensemble de ce qui est psycho, physio, socio, concernant le stress dans la mission 1, la récupération, aspect psycho et physio dans la mission 2, et le geste ou le mouvement dans la mission 3. Alors les exemples d'actions d'accompagnement scientifique pour la performance maintenant. On essaye au maximum d'homogénéiser les comptes rendus que l'on donne à la suite des tests, de manière à fidéliser et à rester cohérent dans nos actions. Une temporalité réduite des rendus des tests d'évaluation, des rendus des résultats, ça c'est un point clé dans le bon fonctionnement d'un accompagnement. Et on essaie, comme l'a dit M. Croisier, au maximum de se baser sur des tests validés scientifiquement. Alors, pour exemple, je vais commencer par cela, et je disais que les recherches appliquées sont en lien direct avec l'accompagnement scientifique pour la performance. Un exemple qui est issu de la mission 3 concerne cette étude que peut-être certains connaissent puisque je l'ai présentée au dernier congrès de l'ISBS, qui concerne la charge mécanique, la quantification de la charge mécanique en compétition de handball de haut niveau. Alors on a eu une demande du préparateur physique qui voulait quantifier les charges mécaniques et compléter ce qu'il avait lu dans la littérature et ce qu'il connaissait de sa propre expérience pour pouvoir optimiser et doser ses entraînements avec l'équipe de France de handball. Alors, bon, je ne reviendrai pas complètement sur les différentes limites des études qui ont utilisé soit des cardiofréquences-mètres, soit des systèmes d'analyse ou les GPS, mais vous les connaissez. On a essayé d'utiliser un outil en vogue qui est l'accélérométrie. Alors si vous allez sur YouTube, vous verrez que sur une vidéo de catapulte, le player load et une charge donc, du joueur pendant son action est de plus en plus utilisée. Et donc concrètement, c'est à partir des accélérations, on mesure les variations d'accélération dans le sens antéro-postérieur, médiolatéral et vertical, donc dans les 3 axes. Ce paramètre, c'est un petit accéléromètre porté entre les 2 omoplates des athlètes dans une brassière, et ce paramètre est vraiment en vogue, il a été beaucoup décrit et il est utilisé par des dizaines d'équipes professionnelles et également des dizaines d'équipes nationales de sport collectif. Alors là, ce qu'on a voulu faire, c'est valider ce paramètre qui n'a jamais été validé pour l'utiliser ensuite en compétition, en l'occurrence de haut niveau. Alors l'étude 1 était d'évaluer la validité concurrente du player load face à une gold standard méthode qui était une suite de séries de plateformes en série, et deuxièmement de quantifier la charge mécanique des joueurs de l'équipe de France A pendant une compétition de Golden League. Donc en ce qui concerne la première étude, elle a été réalisée sur 21 participants. Le but n'est pas ici de décrire l'ensemble de la manip, mais simplement on a réalisé des tests à la fois sur des plateformes de force en
avec l'athlète qui porte cet accéléromètre sur différentes actions. Et on a essayé de comparer les données de player load fournies par l'accéléromètre avec ce qu'on obtenait sur les plateformes de force. Alors avec des tests statistiques classiques. Bon, il s'est avéré, là encore je vais passer assez vite, que la validité est assez bonne, hormis le fait que les biais, donc les différences entre les deux tests, étaient assez grands. Donc en gros, l'accéléromètre surestimait pratiquement à chaque fois ce qu'on pouvait enregistrer au niveau du centre de gravité avec les plateformes de force à basse intensité, et c'était amplifié à haute intensité. Je vous rappelle que c'est ce player load et le player load utilisé de manière assez commune par de nombreux sportifs de clubs professionnels et d'équipes nationales. Donc c'était vrai pour chaque mouvement que l'on avait imposé aux athlètes. On a voulu essayer d'optimiser le calcul par une optimisation des équations et de la méthode de filtrage. Finalement, avec la méthode classique, alors excusez-moi, j'ai pas décrit ce que sont les tests de Bland et Altman. C'est les différences entre les deux outils en ordonnée qui sont mis en relation avec la moyenne des données issues des deux outils. Alors en gros, plus la ligne bleue est proche du zéro et moins il y a de différence moins il y a de biais entre les deux méthodes, et plus les lignes en pointillés rouges sont proches l'une de l'autre, et plus il y a de concordance entre les deux méthodes. Donc vous avez vu que ça évolue avec l'intensité. On a, avec le programme optimisé, avec ces accéléromètres, nous avons réussi en partie à faire que les concordances soient plus importantes, que ce soit à basse intensité ou à haute intensité. Donc voilà, ça marche également sur l'ensemble des tests. Donc les conclusions, c'est que le player load mesuré par l'accélérométrie surestime systématiquement celui mesuré au centre de masse. Un effet important de l'intensité est observé avec le mode de calcul. C'est peut-être dû aux vibrations de l'accéléromètre. Cet effet de l'intensité semble disparaître avec notre nouvelle méthode, et la nouvelle méthodologie semble plus appropriée pour quantifier la demande physique de l'activité. Alors voilà. La première méthode a été de valider un outil, et bon, j'ai choisi cet exemple-là, il y en aurait d'autres, et c'est une des plus-values que l'on peut faire dans nos laboratoires, c'est qu'on peut réellement tester la validité avant de les employer, et c'est un gros avantage par rapport à d'autres structures qui n'ont pas soit les moyens, soit le temps de le faire. Donc on a essayé de quantifier la charge des joueurs. Alors là, l'idée, c'était d'essayer de partir de la question du préparateur physique, soutenu par sa fédération, pour une équipe, l'équipe de France de handball masculine, qui est multi-championne du monde, multi-championne d'Europe, multi-championne olympique. On a essayé de faire au mieux avec les données qu'on avait. Donc là, les accéléromètres qui peuvent se porter pendant les matchs, les joueurs l'ont accepté. Après, évidemment, il y aura des limites qu'on connaît. Je vais vous décrire les résultats qu'on a obtenus. En ce qui concerne l'homogénéisation des comptes rendus, eh bien voilà ce qu'obtiennent maintenant, après plusieurs semaines d'élaboration de programmes informatiques, les joueurs. Donc c'est un compte rendu qui se donne environ 3 heures après le match pour l'ensemble des joueurs. Alors, sur ce compte-rendu, on a les caractéristiques du joueur, phase par phase, montée de balle, repli défensive, mise en place offensive, mise en place défensive, attaque placée et défense. On a l'ensemble des player load quantifiés par l'accéléromètre. Et ça sur tout le cours du match, donc ça permet de voir, ici c'est les maximums, ça permet de voir l'évolution pour chaque athlète. On a la charge qui est exprimée
en fonction de la phase de jeu pour chaque joueur. Ici, plus c'est foncé, plus la charge est importante, et ça donne quelques indications sur comment se déroule le match, avec de grosses intensités. Donc là, pour les attaques placées, c'est vraiment quand la combinaison démarre. Il y a une différence entre la mise en place de l'attaque pour les handballeurs, où là c'est une période où l'équipe se prépare et se met en place, et là, mise en place offensive, il y a pratiquement que des intensités à 1. Une fois que la première combinaison est partie, on voit les intensités, et vous voyez que pour chaque joueur, eh bien, finalement, c'est assez grandement réparti sur des intensités basses, et que les hautes intensités sont assez réduites en termes de charge. On a également cela en termes de temps passé pour chaque intensité. Encore une fois, ce sont des valeurs qui ont assez intéressé le préparateur physique, et qui lui ont immédiatement fait modifier son point de vue, bien que d'après son expérience, il suggérait grandement que ces phases très intenses étaient assez limitées. Par contre, c'est elles qui vont décider des moments importants, notamment dans les phases de fatigue à la fin du match. Voilà, et on a également des données quantitatives. Donc voilà pour cet exemple. Je vous ai choisi un autre exemple issu de la mission 3 qui concerne l'escrime. On a testé l'équipe de France féminine de sabre, toujours pareil, suite à une question de la fédération et des préparateurs physiques, des entraîneurs qui sont venus nous voir en nous disant voilà, en termes de préparation physique, on n'est pas optimisé, on voudrait quelques pistes. Donc on a essayé d'évaluer les actions caractéristiques des sabreuses pendant les phases d'attaque, de défense, et puis essayer d'analyser ce qui se passait au niveau des analytiques, au niveau articulaire, les forces et d'autres paramètres. Donc voilà, ici il y a un lien assez étroit entre... on va essayer d'établir des liens entre ce qui se passe, donc là c'était une vidéo qui ne marche pas je pense, mais où l'athlète faisait différents pas caractéristiques, donc des marchés-fentes, des doubles retraites fentes, etc. Et on essayait de mesurer les différentes vitesses, quelques critères de performance, et les relier avec les capacités musculaires de l'athlète. Donc chaque articulation, donc là c'est encore une fois un protocole assez lourd puisque c'était de l'isocinétisme. Chaque articulation était, donc hanche, genou, cheville, était testée en flexion et en extension avec différentes vitesses, différents types de contractions. Il faut vraiment une fédération qui soit impliquée dans le projet. Néanmoins, on a donc trouvé des résultats très intéressants. Je vous invite à lire l'article si vous êtes intéressé, qui parle de l'ensemble de ces résultats. Donc encore une fois, un lien étroit entre ce qui est fait en recherche et ce qui est réalisé en termes d'accompagnement scientifique pour la performance auprès des athlètes. Un autre exemple, ou plusieurs autres exemples, toujours issus de la mission 3, qui sont reliés au profil musculaire. Alors rapidement, pas. Voilà. Alors ici on a un exemple de charges qui sont soulevées à partir d'une position squat jump, donc une position fléchie. On demande à l'athlète de sauter le plus haut possible et on mesure grâce à une méthode qui mesure que les temps
de vol de l'athlète, on revient au niveau de force et au niveau de vitesse. Donc la méthode, c'est la méthode de Samozino. Plus la charge est importante et plus les vitesses vont décroître de manière linéaire, et on peut calculer les puissances développées par l'athlète au cours de la poussée en fonction de la charge et donc en fonction des vitesses. On obtient deux paramètres qui sont la force maximale théorique et la vitesse maximale théorique. Et cette méthode est très utilisée dans divers sports, donc en squat jump comme je l'ai dit, en cyclisme avec des pédales instrumentées sur la piste ou en laboratoire avec des ergocycles, en sprint grâce à des tapis roulants instrumentés de plateformes de force. Bref, on peut décrire dans de multiples sports, enfin dans de multiples actions sportives, des profils musculaires qui peuvent être intéressants. Alors, je vais donner quelques exemples, notamment en ce qui concerne les scrims. Alors voilà, juste chez un sujet, l'évolution, c'est un jeune sujet athlète qui venait de rentrer à l'INSEP et qui a été pris en charge. Donc vous voyez là, les points sont assez hétérogènes, et au fur et à mesure des entraînements sur ce type de mouvement, eh bien, on a une augmentation des valeurs de force, une augmentation des valeurs de vitesse, donc même si les vitesses théoriques ne montrent pas cela, une augmentation des valeurs de vitesse pour des forces données. Donc voilà, un exemple individuel. Le problème est que le test de squat n'est pas, à notre sens, assez spécifique pour ces athlètes, mais parfois, lorsque certains athlètes, jeunes en particulier, arrivent à l'INSEP, ils ont des manques en termes de gestes basiques qu'il faut combler. S'ils doivent, in fine, utiliser beaucoup de musculation, ils doivent réaliser les gestes de manière optimale, et avoir quelques paramètres de quantification peut être intéressant. Alors, par contre, le geste n'était pas très spécifique. On a un autre exemple où le geste est spécifique en sprint. On a essayé donc de réaliser l'ensemble de caractériser les profils musculaires chez des sprinteurs, mais cette fois-ci dans des conditions réelles. Alors c'est l'aboutissement d'une grande collaboration avec Guillaume Tanon et d'autres entraîneurs de sprint de l'INSEP. Alors l'idée, par exemple, donc il y avait une vidéo, c'est pas grave. Donc pour passer du laboratoire sur la piste, eh bien, les cyclistes ont eu recours à une pédale instrumentée qui peut mesurer les forces dans les trois axes. Et donc, ce qui était mesurable en laboratoire l'est devenu sur la piste avec l'embarcation d'un petit dispositif. On a réussi à le miniaturiser depuis. Le problème, c'est que pour la course à pied, quel est le moyen qui va permettre de passer des conditions de laboratoire avec tapis roulant et plateforme instrumentée à la condition de piste? Alors, à l'INSEP, on a eu la chance, lors de la rénovation, d'implanter des plateformes de force sur le sol. On en a mis une en perpendiculaire de manière à pouvoir tester les mains lors de départ en sprint. Donc on a 6 mètres de plateforme de force, et on s'est dit que ça serait peut-être intéressant d'utiliser cet outil pour passer des conditions de laboratoire aux conditions de terrain. Alors on a, de la même manière que l'ont fait Morin et ses collaborateurs, essayé de caractériser les relations force-vitesse, mais pour cela, il faut avoir l'ensemble de la phase d'accélération. Alors, on a 6 mètres, ça n'est pas l'ensemble de la phase d'accélération. À titre indicatif,
pour les meilleurs sprinters mondiaux. En l'occurrence ici, ce sont les 3 meilleures performances d'Usain Bolt. Eh bien, la vitesse maximale est atteinte aux alentours de 70 mètres. En l'occurrence, 95% de cette vitesse est atteinte à partir de 40 mètres. Donc on s'est dit que tester 40 mètres allait nous suffire pour avoir la quasi-totalité de la phase d'accélération, surtout que les athlètes qu'on a testés, bien qu'il y ait deux athlètes en dessous des 10 secondes, ce qui est assez remarquable, l'ensemble de la population n'avait pas des vitesses maximales atteintes à 70 mètres. Donc voilà pour le problème de la phase d'accélération. Il faut mesurer pendant 40 mètres avec 6 mètres de plateforme de force. Alors, pardon, ça revient en arrière. Donc le défi était celui-ci, caractériser les relations chez des athlètes élites sur la piste de tartan en utilisant les starting blocks, ce qui diffère largement des conditions de tapis roulant. Alors, nous avions au préalable, chez 4 sprinters et 5 élites de classe mondiale, et 5 sprinters sub-élites. Alors, parmi les 5 sprinters sub-élites, il y avait en l'occurrence John Jeffrey, qui a participé au championnat du monde aux côtés de Gatlin sur le 200 mètres. C'était des vrais sub-élites, ça n'était pas des sportifs occasionnels. Je le dis parce que les résultats sont très intéressants entre les élites et les sub-élites. Donc nous avions mis le starting block sur la première plateforme. Nous avons testé 2 fois 10 mètres. Et ensuite, nous avons reculé au fur et à mesure ce starting block de manière à faire passer en continuité les athlètes sur la distance d'après, donc de 0 à 5 mètres, puis en reculant le starting block avec 2 fois 15 mètres, on a testé la distance de 4 à 11 mètres, etc., sur un 20 mètres, sur un 30 mètres et sur un 40 mètres. Les critères étaient ceux-ci: il ne faut pas sortir d'une séance d'entraînement normale. Et c'était au début, c'était notre relation initiale avec l'entraîneur. L'idée, c'était de ne surtout pas mettre de capteurs, de ne surtout pas mettre d'électrodes. C'était de réaliser la séance dans sa normalité. C'est pratiquement lui qui nous a imposé ces distances et on a dû faire avec. Donc il a été in fine intéressé. Je ne sais pas si... Ah. Alors là, il y avait un exemple. Première plateforme de force avec une analyse vidéo, de l'opto-jump pour s'assurer que les patterns de course étaient bien les mêmes entre les différents sprints courts, de manière à pouvoir reconstruire un 40 mètres virtuel issu de cette course. Et les données, nous avons utilisé une méthode de quantification qui permettait de mesurer les forces horizontales, donc qui vont propulser l'athlète vers l'avant, et qui permettent également de mesurer la contribution de ces forces horizontales en fonction des forces totales. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça n'est pas le but. Mais pour la première fois, dans des conditions de terrain, avec des élites, nous avons pu déterminer les relations force-vitesse, cette fois-ci avec des vitesses réalistes. Vous voyez que les vitesses maximales sont aux alentours de 12 mètres par seconde, ce qui correspond aux vitesses max des athlètes élites que nous testions. Une grande différence entre les deux populations au regard de la faible distance entre les performances de ces deux populations. Nous avons également, et pour la première fois, caractérisé la puissance en fonction de la vitesse. Alors ça, c'est intéressant parce que pour
courir si l'entraîneur veut courir sur une certaine puissance spécifique, il n'aura qu'à imposer une vitesse, et c'est le projet que l'on va mener maintenant, avec une résistance, voir un peu si on peut régler les puissances par rapport avec juste la variable vitesse. Donc ça, c'est une donnée nouvelle et qui est intéressante dans le cadre d'évaluation de sportifs de haut niveau. Vous voyez également par la relation puissance-vitesse que les différences étaient grandes entre les sportifs élites et subélites. Ces données sont réinjectées au jour le jour dans des séances de routine pour finalement augmenter cette relation vers le haut avec différents exercices. Alors cette diapositive m'a été donnée par Guillaume Tanon, l'entraîneur, qui a utilisé des départs solestés contre haut pour le côté gauche de la courbe, des phases de transition avec des résistances motorisées et des bonds horizontaux pour l'aspect central de la courbe, et des vitesses lancées ou de la survitesse avec des dynamomètres spécifiques pour le coin droit de cette courbe. Voilà. Donc, très intéressant d'un point de vue d'accompagnement, de rendu de résultats auprès des sportifs. Également intéressant d'un point de vue scientifique. Nous avons publié 4 articles, la plupart dans Scandinavian Journal of Sports Medicine. Il y a eu également un éditorial qui a été consacré pratiquement uniquement à cette méthode et aux méthodes qui ont suivi, parce que les plateformes de force, il faut les avoir dans son laboratoire, c'est un peu compliqué. Pierre Samodino de l'université de Chambéry a eu la bonne idée, et peut-être que certains d'entre vous connaissent sa méthode, de réaliser le même type de test, de revenir sur les paramètres de force, de puissance et de vitesse avec un simple radar. Donc de la même manière, c'est un article qu'a publié Pierre Samodino avec la même équipe en 2015 dans le Scandinavian Journal, si vous êtes intéressé. Alors je vais sortir maintenant de cette mission 3 qui me tient à cœur, puisque je me focalise uniquement sur ce qui est geste issu de ma formation de biomécanique et physio-neuromusculaire. Je prends le risque de m'aventurer dans d'autres champs disciplinaires. J'ai demandé à certains de mes collègues d'ouvrir un peu vers les actions qu'ils ont. Donc j'espère que si je n'emploie pas les bons mots, vous serez assez indulgents. Alors, ici, l'exemple que je vais vous donner m'a été donné par Claire Calmels, qui fait des neurosciences au laboratoire. Ça concerne les 3 aspects de ces missions: stress, contrainte en compétition, en entraînement, récupération, et ça peut intéresser également l'analyse du mouvement. Alors, elle s'occupe pendant les périodes de réathlétisation, de créer des techniques de simulation motrice. Alors, les techniques de simulation motrice, les spécialistes les connaissent, imagerie mentale. On se représente, par exemple, ici sur la diapositive, la personne se représente en train de gagner. Simulation motrice par observation, on se regarde faire le geste. Par verbalisation, on se dit les différentes actions de manière chronologique qu'on a à réaliser dans le cadre d'un geste spécifique, ou le mime, comme il est assez classique chez les skieurs. Alors, ces techniques ne sont pas nouvelles. Pourquoi utiliser ces techniques ? Eh bien, l'idée, qui n'est peut-être pas nouvelle, est que lorsqu'on réalise une simulation motrice, on peut dire que l'on s'entraîne en partie pour l'exécution réelle du geste sportif. Alors, Claire Calmels a publié, et encore une fois, on retrouve le lien entre ce que l'on va obtenir sur le terrain d'après les travaux de recherche. Parfois, c'est l'inverse qu'il se passe. En l'occurrence, c'est vraiment une
neuroscientifique, elle travaille vraiment dans les neurosciences, et c'est au fur et à mesure qu'elle a appliqué les méthodes qu'elle connaissait vers le terrain. Voilà l'article pour ceux que ça intéresse. Et dans cette cellule de réathlétisation, il y a un nouveau service, réhabilitation mentale, qui a énormément de succès, et une nouvelle approche qui propose une individualisation des programmes. Alors, si vous êtes intéressé par ce fonctionnement, ces méthodes, eh bien, je vous propose de contacter Claire Calmels et de lui demander un peu plus, notamment sur les individualisations et également en amont sur les processus qui permettent de dire que lorsque on réalise une simulation motrice, on peut s'entraîner dans la tâche réelle. Donc moi j'ai plutôt découvert ça de manière un peu spécifique en préparant, et les articles sont vraiment très intéressants. Un autre exemple qui concerne la mission 1 et qui concerne la détermination des facteurs psychologiques de la performance. Une étude a été menée par Julie Doron du laboratoire, spécialiste de psychologie, et elle a voulu déterminer et se rendre compte des états psychologiques, donc perceptifs, cognitifs, émotionnels, comportementaux, associés à la performance dans une situation sportive. Alors, elle a analysé les trajectoires des processus psychologiques associés aux 5 dernières touches de match perdu versus gagné en compétition internationale. Donc, je lui ai demandé le diapo. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai rien compris, donc elle m'a un peu expliqué. Elle m'a dit, on est parti en compétition, c'était plusieurs Coupes du Monde avec les sabreuses, une nouvelle fois. Elles ont réalisé leur compétition, et moins de 24 heures après la compétition, elles étaient interrogées sur leur état psychologique pendant chaque point. Donc ça concernait les 5 derniers points, les 5 dernières touches, plus exactement, des matchs. Elles ont utilisé Dartfish pour cela, et utilisé le séquenceur Dartfish pour décrire, au niveau perceptif, au niveau du coping, c'est-à-dire des stratégies que les athlètes mettaient en place pour contrer le stress ou gérer ce stress plus exactement, et sur des items d'émotion. Et leurs résultats montrent que les dynamiques psychologiques ne sont pas les mêmes lorsqu'on gagne et lorsque l'on perd. Ils ont essayé de décrire en quoi elles étaient différentes. Donc là, on a des exemples, une augmentation du contrôle perçu, une augmentation de la perception de défi, augmentation des stratégies centrées sur les problèmes, centrées sur les émotions, une augmentation des émotions positives lorsqu'on gagne et diminution de la perception de menace. Alors évidemment, la limite, elle m'en a parlé, et il y a des articles qui sont associés à cela, c'est le lien de causalité, et c'est important. Lors des défaites, augmentation des émotions négatives, elles n'ont plus le quantifier, et l'absence de stratégie qui prédomine. Alors cette causalité est importante, puisque l'idée est d'identifier les dynamiques psychologiques associées à la performance pour après essayer de travailler dessus et développer des perceptions de contrôle. Donc voilà le projet qui a été mis en place. Une partie a été publiée, et la dynamique est en cours. Je ne sais pas combien il me reste de temps. Je suis un peu... Donc voilà, vous pouvez demander à Julie Doron des renseignements supplémentaires. Je vais passer vite sur... Bon, il y a un travail qui a été réalisé et qui est également en cours avec Julie Doron, avec l'équipe de France de badminton. Je passe assez vite pour aller encore sur un domaine qui concerne les 3 missions et qui porte sur les aspects nutritionnels. Alors,
En ce qui concerne l'état d'avancement sur les actions qui visent à améliorer la nutrition des sportifs, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'INSEP depuis ces 5-6 dernières années. Objectif, c'est d'optimiser les apports alimentaires des sportifs pour de meilleures performances sportives. Et ce que, de mon point de vue de biomécanicien, j'ai observé, c'est qu'il y a eu à l'INSEP une vraie prise en considération de ces aspects qui n'existaient pratiquement pas, et en particulier pour certains athlètes, des aspects nutritionnels. Alors je vais passer ici pour aller un peu vite. Alors au restaurant, concrètement, ces missions ont conduit à la suppression ou à la limitation d'aliments gras ou sucrés, y compris pour le personnel, pas seulement pour les athlètes. Une réorganisation, par exemple les fruits et les crudités sont mis en valeur, un ensemble de petites réalisations qui permettent de modifier les habitudes alimentaires des sportifs. L'objectif est de faire, comme ils le disent, une alimentation pour le haut niveau. Sur le terrain de l'entraînement, il y a des organisations, des temps d'échange et d'information avec les sportifs avant ou après l'entraînement, des remises de fiches pratiques pour impliquer les sportifs et leur transmettre les fondamentaux de la nutrition. Parfois, ils n'ont absolument pas les bases qui leur permettraient de mieux gérer leur nutrition. Il y a des accompagnements collectifs, avec des fiches également, et des accompagnements individuels, notamment pour les athlètes qui font partie des médaillables pour Rio, où des priorisations sont réalisées. On a également des contrats de partenariat avec des boissons énergétiques comme Gatorade. Les athlètes ont des badges, peuvent aller lors de leur effort, avant les entraînements, aller chercher une boisson énergétique et l'utiliser pendant les entraînements. Alors évidemment, ces badges sont liés à des explications de quand il faut prendre les boissons, quelle quantité, etc. De la même manière, plutôt dans une phase de récupération, un partenariat avec Lactel et du lait protéiné, et donc des disponibilités au sein de l'INSEP. Voilà, une application a été réalisée, une étude scientifique en cours. Voilà les personnes qu'il faut contacter si vous êtes intéressé. Je laisserai le diaporama, parce qu'à mon avis, j'ai un peu de retard. Émission récupération, bon voilà, pour donner un exemple et ne pas laisser cette mission qui travaille énormément, notamment avec François Bieusin. Un exemple, de la même manière, des actions qui ont été réalisées avec l'équipe de France de canoë-kayak en simulation en environnement chaud, et des stratégies qui sont développées pour la récupération. Je vous invite à contacter, des fiches aussi de manière pratique ont été réalisées, Rachel Borne ou François Bieusin, pour ces aspects de récupération si vous êtes intéressés. Et je vous remercie de votre attention. Merci pour ton exposé. Donc oui, je m'appelle Jacques Duchâteau de l'ULB. Tu as montré justement toute l'importance du rapport par rapport des tests à donner aux sportifs. Je voulais savoir comment vous faites pour réellement, je dirais, transmettre l'information en recommandation sur le terrain, parce que tu as cité Guy Otanon, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment de près à la biomécanique et à la physiologie. Mais de nombreux entraîneurs ne sont pas non plus des experts dans ce domaine. Donc comment vous organisez ces transferts d'informations pour que ça se décline en recommandations sur le terrain ?
Alors, merci pour cette question, très intéressante. Elle a été l'objet de nombreux questionnements. J'ai pratiquement commencé mon intervention pour donner les liens qu'il y avait entre les pôles d'optimisation de la performance et la mission olympique et paralympique. En l'occurrence, Yann Lemeur, qui est chercheur chez nous, a un mi-temps maintenant suite à ces différentes collaborations entre les deux missions, et fait le lien et gère cet aspect transfert de connaissances vers le milieu fédéral. Alors, il essaye particulièrement de mettre en lien puisqu'il sait l'ensemble des champs disciplinaires qui sont associés, des actions qui peuvent être mises à disposition des fédérations. Et de l'autre côté, il est en contact permanent avec les fédérations et il essaye de faire matcher les deux quand c'est possible. Après, au jour le jour, c'est des relations avec les entraîneurs. On peut avoir une démarche active nous-mêmes en se disant, ben voilà, là on vient de développer quelque chose qui est par exemple limité dans les sports de contact. Est-ce qu'on a un super outil ? Est-ce qu'on pourrait le développer pour des sports où il n'y a pas de contact et où là les limitations seraient vraiment réduites ? Et on peut avoir ces démarches-là, comme on l'a fait par exemple avec le volley. Après, pour terminer sur cette question, l'équipe est assez réduite. On ne peut pas aller développer, à moins de développer des collaborations universitaires ou eh bien de financer des thèses qui permettent d'améliorer le volume. Autre question ? Philippe Godin, UCL. J'ai une question concernant donc, ce que vous avez présenté, mais bien en évidence toute une série de thématiques de recherche. Ma question, c'est, le but final, c'est quand même la personnalisation par rapport à chaque athlète. Et donc, est-ce qu'il y a un coordinateur, une action commune des différentes entités par athlète sur les différents secteurs que vous avez présentés ? Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser votre question ? Donc, est-ce qu'une fois que l'athlète lambda a une nécessité d'améliorer sa capacité d'entraînement, est-ce que les responsables spécialistes en imagerie, en nutrition, en biomécanique se concertent par rapport à cet athlète-là ? D'accord. Alors, ça c'est un point faible, je dois l'admettre. On a assez peu de bilans généraux qui seraient largement bénéficiables pour l'ensemble des athlètes, mais c'est vrai qu'on a assez peu de bilans généraux. En l'occurrence, c'est un problème de temps. Encore une fois, on est une équipe assez réduite. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait développer. Là, actuellement, c'est un de nos points faibles. Marc Franco, UCL. Vous dites que vous êtes une équipe réduite. Nous, on est assez impressionnés de voir le nombre de personnes qui travaillent. Pourriez-nous faire un rapport nombre de personnes qui travaillent dans l'équipe, nombre d'athlètes ? Donc j'avais dit une quinzaine de chercheurs pour 650 athlètes, plus 15 thésards. Donc c'est vrai que ça peut paraître important, et bon, je m'excuse de peut-être si paraître bien, un c'est peu... une personne pour 20 athlètes. Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse calculer en rapport direct comme ça. En tout cas, c'est assez juste. Je suis allé à Loughborough, à l'EIS, et peut-être que ma vision des choses n'a plus été la même après mon déplacement en Angleterre. Et c'est pour ça que je parle d'équipes assez réduites. Je vois aussi au jour le jour les charges de travail que nous implique ça, c'est un facteur aussi qui peut être déterminant. Mais le rapport entre le nombre de chercheurs par athlète, si on parle comme ça, et c'est un point de vue, une quantification intéressante, entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Angleterre, où il y a des budgets qui n'ont rien à voir non plus, puisque l'ensemble des politiques sportives sont développées sur comme vous le savez peut-être, sur les budgets de la loterie nationale. Voilà, ça laisse un peu envieux.
Mais bon, c'est vrai qu'on a aussi, même si je répète que c'est de petites équipes, en l'occurrence, c'est que voilà, l'ensemble des fédérations, pour 4 biomécaniciens, ça peut être un peu compliqué à gérer de manière scientifique et d'accompagnement. C'est voilà, c'est un travail à plein temps. Voilà, mais je sais aussi qu'on a réellement une chance de travailler dans ces conditions-là avec tout à proximité et des facilités. Oui, bonjour, Marie-Hélène Goffin, je suis kiné, Bonjour. indépendante et je travaille en chaîne musculaire. Mais moi, je me demande où est la place de la personne handicapée, parce qu'on voit que c'est un... Enfin, vous parliez de paralympisme aussi, voilà. Et les personnes handicapées bénéficient-elles aussi des mêmes infrastructures, des mêmes tests? Et y a-t-il des liens entre, je vais dire, ce qu'on peut observer pour les tests pour la personne handicapée et pour la personne non handicapée? Est-ce que l'un peut aider l'autre et vice-versa? Alors oui, il y a des liens. La liste des médaillables au JO de Rio vaut pour les Olympiques et Paralympiques. Donc ils sont traités de la même manière, avec les mêmes priorités. Il y a réellement une stratégie qui a été mise en place également pour améliorer la place de la France dans le domaine paralympique. Sur la deuxième question, du lien, alors personnellement, j'ai pas travaillé beaucoup avec les Paralympiques. Il faudrait peut-être que je demande aux collègues qui sont impliqués. Je sais pas. Alors, en comparaison, il y a très peu de Paralympiques qui viennent chez nous, même si on en voit parfois, il y en a très peu. Bonjour, Jean-François Co au CHU et à l'ULG. Bonjour. Moi, je suis médecin, donc j'ai une question un peu par rapport, parce que vous avez parlé beaucoup d'études de l'amélioration de la performance. Est-ce qu'il y a également un team médical qui fait de la recherche par rapport à la santé du sportif, par rapport, par exemple, développer des stratégies pour éviter les blessures? Et d'autre part, est-ce qu'il y a aussi des études plutôt en rapport avec les critères de reprise après blessure et la prévention secondaire, etc.? Oui, alors tout à fait. Il y a une grosse étude qui est menée par Gaël Guilhem actuellement, qui fait le lien avec le service médical et le département de la recherche. En l'occurrence, c'est évaluer l'évolution des blessures en testant les personnes qui sont blessées, qui vont être blessées dans les 2 années à venir, avec des moyens scientifiques et en relation avec les méthodologies classiques médicales. L'idée est d'avoir une vue de qui est blessé, quand la personne se blesse, quel type de blessure. Alors là, c'est des blessures je dirais musculo-squelettiques. Et quel type de blessure, et pour pouvoir agir de manière active pour la prochaine Olympiade. Donc oui, tout à fait, il y a d'autres exemples, mais il y a un lien assez fort entre le milieu médical et le département de la recherche.